Bonjour à tous, bienvenue à ce BBL sur Quarkus qui va être présenté par Simon Ledunois. Donc on est actuellement en live sur Twitch. Donc merci à tous d'être présents. À toi Simon. Bonjour à tous, donc merci d'être venus. Donc, on va voir aujourd'hui une technologie, une présentation d'une technologie qui s'appelle Quarkus, dont la devise est supersonique, subatomique, Java. Alors, déjà, je vais me présenter. Donc, Simon Ledunois, je suis Java développeur depuis 9 ans. Je fais aussi un petit peu d'open source. J'ai quelques projets en open source. Je travaille chez Abil depuis maintenant 18 mois. Et au préalable, j'étais tech lead donc, pendant 5 ans chez CGI sur un projet en interne. Donc, vous pouvez me retrouver et sur LinkedIn et sur GitHub. Toujours pareil, le même pseudonyme, S. Ledunois. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va faire une première introduction d'entre 15 et 20 minutes sur qu'est-ce que Quarkus, pourquoi Quarkus, comment fonctionne la technologie, les différentes extensions qui sont globalement disponibles. On va faire une partie live coding pour mettre un peu en œuvre ce qu'on a vu. Et on finira par des questions-réponses. Alors, qu'est-ce que Quarkus? On va commencer par qu'est-ce que Quarkus? Donc, Quarkus, déjà, c'est une stack open source pour le développement d'applications Java. Alors, il faut savoir que Quarkus est sorti en 2019. Donc, en 2019 sort Quarkus, donc ce que moi j'aime bien appeler encore une énième stack open source pour le développement d'applications Java. Pourquoi? Tout simplement parce que des technologies, on en a plein, il n'y a pas besoin de les citer. Maintenant, il va falloir qu'on voit un peu pourquoi Quarkus se sort du lot et comment il s'en sort. Donc déjà, il faut savoir que Quarkus est né d'un désir de rendre Java plus performant dans le web. Mais comment est-ce qu'on fait? On va refaire un petit historique un peu de Java. Donc, historiquement, donc Java est sorti à peu près entre 27 et 28 ans dans sa version initiale. Et il faut voir qu'à cette époque-là, on n'avait pas la même conception de nos applications et on ne développait pas nos applications de la même façon. Globalement, on avait des applications qui étaient monolithiques, dont le temps de démarrage importait globalement peu. On pouvait avoir des applications qui prenaient plusieurs minutes à démarrer. Et ensuite apparue la notion de cloud que tout le monde connaît. Globalement, c'est devenu un peu un standard dans nos applications maintenant. Mais avec cette nouvelle notion, on a besoin de plus d'agilité et de plus de performance. Donc, globalement, Quarkus, qu'est-ce que c'est? Donc, Quarkus, c'est une stack Java qui va nous permettre de faire des microservices, des fonctions aussi du serverless, donc tout ce qu'il nous faut pour faire du cloud. Et surtout, l'avantage de Quarkus, c'est qu'il est cloud native. Donc, tout est fait pour que Quarkus fonctionne directement sur le cloud. Mais alors, comment ils ont fait? Tout simplement, lors de sa conception, ils se sont basés sur deux contraintes. Utiliser moins de mémoire, parce que même si au fur et à mesure des différentes versions de la JVM, la gestion de la mémoire s'est améliorée, on a quand même toujours relativement un problème de gestion de mémoire en Java. Et la deuxième contrainte, c'était le temps de démarrage. En fait, avoir un scale from zero qui soit le plus court possible, justement pour le cloud, pour le serverless. Donc, pourquoi Quarkus? Alors, premièrement, parce que Quarkus aime les développeurs. C'est peut-être anecdotique de dire ça, mais quand on choisit une technologie pour nos applications, qu'une technologie rende le développement simple et efficace, c'est quand même super important. En fait, pour ça, Quarkus, lors de sa conception, ils nous ont mis plusieurs fonctionnalités qui sont quand même vraiment super intéressantes pour du Java. La première, c'est le live reload. Donc, vous effectuez une modification dans votre code, vous faites une sauvegarde. La modification est prise à chaud, pas besoin de redémarrer. Ça, c'est plutôt cool.
Le continuous testing, si vous faites du TDD, donc pareil, c'est bien avec le live reload, modification dans le code, vous sauvegardez, les tests impactés sont directement réexécutés. Vous voyez en direct les tests qui passent, les tests qui ne passent plus. Ensuite, on a un développeur UI. Donc, développeur UI, quand vous lancez votre serveur de développement, vous pouvez accéder à une page locale où on va retrouver différentes informations qui sont pas mal intéressantes. Déjà, vous allez retrouver les extensions qui sont installées sur votre projet. Extensions donc, avec lien direct vers la documentation, ce qui est quand même plutôt cool. Ça évite d'aller rechercher en ligne. On a aussi tout ce qui est configuration. Donc, il va détecter les extensions qui sont installées et va vous récupérer toutes les configurations possibles et vous pouvez les modifier directement dans cette page, ce qui impactera votre projet et sera modifié aussi directement dans le fichier de configuration. On a aussi tout ce qui est log de la console quand vous lancez. On a les résultats des tests, donc le continuous testing. Vous avez directement les rapports avec chaque test qui passe au vert, qui passe au rouge à chaque exécution. Et ensuite, vous avez aussi quelques informations, mais qui sont plutôt liées à des métriques de build, des informations qui sont un peu plus poussées. Plutôt cool aussi, on a un CLI donc pour le développement, donc qui permet donc de démarrer le serveur, de le stopper, mais aussi d'ajouter et de retirer les extensions directement via le nom. On a tout ce qui est remote développement. Donc, on sait que Quarkus, du coup, est spécialisé pour le cloud. Donc, le remote développement, si vous utilisez et que vous développez dans un environnement conteneurisé, type Kubernetes ou OpenShift, par exemple, vous pouvez développer directement dans votre cluster. Les modifications seront prises aussi en compte. Ça, c'est plutôt cool. Les dev services. Alors, dev services, c'est une notion qui vient avec les extensions. En gros, à chaque fois que vous allez installer, vous avez une extension qui nécessite un service. Par exemple, je pense à une base de données ou un broker type Kafka. Quand Quarkus, au lancement donc, du serveur de développement, détecte que vous avez besoin d'un service externe, il va automatiquement lancer un conteneur préconfiguré de ce service-là. Donc, pas besoin d'avoir de grosses architectures de développement avec des Docker Compose ou autre. Vous lancez votre projet, il se charge de tout. La dernière chose, c'est que Quarkus vous laisse le choix de la programmation, que si vous vouliez faire de la programmation impérative ou réactive. Donc, pourquoi Quarkus? Donc, le deuxième point, c'est justement tout ce qui est cloud native. Cloud native, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Quarkus est designé pour tourner dans des conteneurs et du coup, va s'intégrer directement avec tout ce qui est orchestrateur de conteneurs. Donc, par défaut, Kubernetes et OpenShift pour les plus connus. Mais comme il est aussi designé pour le cloud, il a tout ce qui est extension et s'intègre vraiment très bien avec les différents cloud providers, type différents cloud providers les plus connus, donc GCP, AWS et Azure. Qui dit native build, qui dit cloud native, dit aussi native build, tout simplement parce qu'on veut des meilleures performances. Donc, Quarkus vient nativement avec une compilation native via GraalVM, ce qui va nous donner des meilleures performances et aussi un gain en mémoire. Pour ceux qui ne connaissent pas GraalVM, GraalVM est une technologie qui va permettre de transformer et de compiler votre code Java en un exécutable binaire. Donc, plus besoin une fois que vous êtes compilé en natif, plus besoin d'avoir une JVM installée. Vous lancez votre binaire et ça fonctionne tel quel, comme n'importe quelle application qui pourrait être compilée en Go ou en Rust. Alors, comment fonctionne Quarkus? Alors, déjà, j'ai envie de dire que Quarkus fonctionne différemment. Différemment, et pourquoi? Parce que dans la plupart des frameworks communs, du coup, on va retrouver deux grandes phases. On va retrouver la première phase qui est le build time et la deuxième phase qui est le runtime. La plupart des frameworks fonctionnent de la façon suivante. Au build time, on a globalement le packaging.
Voilà, en gros, on lance, ça package notre application, on a un jar, on le lance, c'est nickel. Donc, soit on a les dépendances, on a un fat jar, soit on a un jar classique et il nous faut le ClassPass. Dans la deuxième partie, qu'est-ce que va faire un framework? Donc, en gros, il va commencer par lire la configuration. Si vous utilisez un ORM, vous avez peut-être un fichier XML, un fichier YAML ou peu importe qui est à lire, qui va permettre de faire votre configuration. Ça veut aussi dire qu'il va importer une librairie en mémoire pour faire ce parsing. Donc déjà, on commence à charger un peu de mémoire alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Ensuite, il va globalement faire tout ce qui est réflexion, scanning, donc ClassPass scanning et les différentes injections. Donc, on va regarder les différentes classes et bins qui sont dans le ClassPass. On va chercher nos annotations pour les processer. Et c'est un peu là où la magie des frameworks opèrent. Et ensuite, on a le startup. Donc ça, globalement, en tant qu'utilisateur et en tant que développeur, c'est juste la partie qui nous intéresse. On le lance. Une fois que le startup est fini, notre application tourne. C'est nickel. Maintenant, Quarkus. Quarkus fonctionne différemment dans le sens où il a déporté un maximum de ces étapes au niveau du build time. Tout simplement, tout ce qui est lecture de la configuration, la réflexion, le scanning, l'injection, se fait avant le packaging et au build time. Donc, en gros, on fait ces deux étapes-là, on package. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de savoir quel bin on a besoin dans notre package, quelles sont les configurations qui ont été injectées. Et on a ensuite notre jar ou notre binaire en fonction. Et ensuite, on fait le startup. Donc là, plus grand chose à faire. On a toutes les informations, on démarre. Alors, on dit que l'injection de la configuration est faite au niveau du build time. C'est vrai, mais on peut toujours surcharger des configurations. Par exemple, si vous avez des accès en base de données ou autre, ça, on peut complètement les faire au niveau du runtime. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, on va voir déjà en termes de mémoire. Il faut voir que les chiffres annoncés, les chiffres que je vous annonce, c'est les chiffres qui sont annoncés sur le site donc, de quarkus.io, donc le site officiel de Quarkus, annoncé, testé sur une machine avec un seul cœur. Donc globalement, si on prend une application basique, un REST avec un CRUD, en termes de mémoire, si on prend une stack cloud traditionnelle, on est annoncé à 209 mégas de mémoire. Si on prend Quarkus seulement compilé en jar, donc via OpenJDK, on serait aux alentours de 145 mégas. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le dernier point, c'est Quarkus en natif, une query GraalVM, où là, on ne serait plus qu'à 28 mégas de mémoire. Ce qui est quand même quasiment un rapport de 1 pour 10. Maintenant, en termes de temps de démarrage dans le scale from zero. Donc, toujours chiffre annoncé sur Quarkus. Pour notre CRUD, stack traditionnel, on est aux alentours de 9,5 secondes. Au niveau d'un jar avec OpenJDK, on sera aux alentours de 2 secondes. Et en natif, via GraalVM, on est autour de 0,042 secondes. Donc ça, le dernier temps en natif, autant dire que si vous faites du Java, on sait très bien que c'est des temps qui n'existent pas en Java. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant de voir, ce serait de comparer aussi, par exemple, avec la dernière version de Spring qui est sortie, puisque de mémoire, il y a de la compilation natif. Donc, ce serait intéressant de comparer. Voilà. On va faire un petit topo du coup sur les extensions disponibles. Donc, en termes d'extensions disponibles, il faut quand même regarder parce que dans le choix de notre technologie, ça peut faire pencher la balance. Tout simplement parce que quand on crée des applications, on a besoin de s'interfacer avec des systèmes d'authentification, de bases de données. Donc, on a forcément besoin de checker les extensions disponibles. Donc, Quarkus revendique plus de 700 extensions. La dernière fois que j'avais regardé de mémoire, c'était 793, quelque chose comme ça.
regroupés en grandes catégories. Donc, j'ai globalement mis 5 catégories qui sont pour moi les plus intéressantes et là où on va retrouver le plus d'extensions. Donc, tout ce qui est cloud et orchestration. Donc, dans les orchestrateurs, on a bien sûr une des extensions pour Kubernetes, pour OpenShift. Donc, cloud, on va retrouver les principaux, comme je l'ai dit précédemment, donc AWS, GCP et Azure. En termes de données, d'accès aux bases de données, on va retrouver donc la plupart des bases de données, donc que ce soit du Neo4j, du Postgre, du MongoDB, ou de Elasticsearch. On retrouve aussi des extensions un peu plus classiques, type ORM, Hibernate. Hibernate, dont Quarkus a développé une surcouche pour simplifier qui s'appelle Hibernate Panache, donc qui nous permet de simplifier un peu l'accès à nos données. En termes de sécurité, on va retrouver tout ce qu'il nous faut pour faire les différents protocoles de sécurité pour le cloud, donc actuel. On va retrouver des extensions disponibles pour le OAuth2, le JWT. On va aussi retrouver une extension qui va nous permettre de faciliter l'intégration de Keycloak si on veut faire par exemple de l'OpenID de façon très simple. On va retrouver aussi du Kerberos et du Vault pour tout ce qui est gestion des secrets. En termes de messaging, les plus gros message brokers sont implémentés. Donc, on va retrouver du Kafka, du RabbitMQ et encore d'autres. Il faut savoir que quasiment toutes les extensions sont disponibles en impératif et en réactif aussi. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et bien sûr, il y a encore d'autres catégories possibles, mais qui sont beaucoup plus mineures. Donc, on va passer à une partie live coding. Live coding, on va faire quelque chose de relativement simple. On va faire juste une API REST interfacée avec une base Postgre via Hibernate Panache. On va aussi commencer par montrer un petit peu les différentes fonctionnalités qui sont intéressantes au niveau du dev UI, du live reload, du continuous testing. Et à la fin, on finira par faire une compilation en natif pour voir un petit peu quand même la performance qui découle de cette compilation native. Alors, donc on a un projet de base, donc projet généré via le site code.quarkus.io, donc le site qui nous permet de générer des starters en choisissant directement les applications que l'on veut. Donc vous choisissez, vous renseignez le groupe, le nom de l'artefact, si vous plutôt du Maven ou du Gradle. Vous générez votre application, c'est un zip, vous la dézippez, c'est parti. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par démarrer notre application. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser du Maven, tout simplement parce que c'est ce qui est proposé de base. Et on va directement se rendre au niveau du Dev UI. Voilà. Donc, Dev UI, ce que je disais, on retrouve notre partie donc, avec les différentes extensions disponibles, d'installer sur notre projet. Par exemple, si je veux, je prends Hibernate, j'ai un petit bouton ici qui me permet d'accéder directement à la documentation de l'extension. J'ai aussi accès, par exemple, à différentes informations. Par exemple, si on prend Arc, ce qui est en fait la gestion de l'injection de dépendance dans Quarkus, on a accès à tous les bins qui se retrouvent ici et ainsi de suite. On a donc accès à notre configuration. Donc, configuration qui sont la configuration de toutes nos extensions disponibles. Si par exemple, je cherche Hibernate, je peux filtrer du coup sur toutes les configurations d'Hibernate, les modifier, les sauvegarder, et ça modifiera directement notre fichier application.properties. Le continuous testing, où on peut tout simplement le démarrer. Qu'est-ce qu'il me dit? Il n'a pas voulu démarrer. Là, je t'en serai bloqué.
On va run les tests. Voilà. Donc ici, on a nos tests qui ont roulé et on voit qu'on a un test qui est vert. Si par exemple, je modifie mon test ou je modifie juste le retour qui est retourné, hop, directement, on a le test qui a roulé, on a les logs en bas et on a le test qui est passé au rouge. Donc ça, toujours intéressant. Donc Dev Services, donc on voit qu'ici, j'ai installé Hibernate avec du Postgre. Donc on a un conteneur Postgre qui a automatiquement démarré. Et ensuite, l'onglet Build Metrics qui donne des informations qui sont dans le build, mais des informations qui sont quand même avancées. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu le live reload. Donc j'ai ici une application qui tourne sur le port 8080 avec un pass qui s'appelle juste Hello et qui me renvoie Hello from Rest Easy Reactive. C'est nickel. Je le modifie vite fait. On va dire from BBL. C'est cool. Je rappelle mon API. Hop, directement modifié. J'ai absolument rien touché. Quarkus détecte qu'il y a une modification que j'appelle. Je fais un nouvel appel et donc il l'a remis à jour. Ça, c'est cool. On va commencer donc par faire notre API. Donc, on va commencer par faire un modèle. Donc, je vais déclarer une nouvelle classe. Cette nouvelle classe qui est une ruche au niveau de Habil. Comme on est sur Hibernate, on va la noter par une entité en termes de persistance en lui disant que c'est la table. On va lui donner un nom qui va être c'est nos ruches. Et on va lui dire tout simplement j'ai une location dans ma ruche. On va lui faire un petit génère-moi les guitares et les setters. Donc là, on a notre objet. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ah oui. Globalement, alors là, ici, mon IntelliJ a détecté que j'utilisais Hibernate. Donc, en fait, il me demande juste ici d'y mettre une clé primaire. Je n'ai pas envie de le gérer. Je vais tout simplement étendre la classe qui est Panache Entity. Cette classe Panache Entity va en fait juste me générer un identifiant autogéré. Okay. On va ensuite faire un repository. Donc, repository qui va nous permettre d'accéder à notre base de données. On va lui dire que c'est un repository. Et là, comme on utilise Hibernate, on utilise Hibernate Panache, donc Panache qui est la surcouche de Quarkus qui nous permet de simplifier Hibernate. On va juste implémenter Panache Repository en lui disant que c'est une ruche. Voilà. Et on est dans Quarkus, on va lui dire je veux que tu m'injectes cette classe dans l'application, donc on va lui dire qu'elle est scopée. On va ensuite lui rajouter un contrôleur, donc on appelle ça des ressources. Donc les ressources qui sont en fait ni plus ni moins que la notion de contrôleur d'un corpus. On va lui donner un pass. Donc slash API /ice. On va lui dire elle produit du JSON et elle consomme du JSON. On va maintenant faire juste une API qui va nous permettre de récupérer donc toutes les ruches disponibles. Donc on va faire un get et on va lui dire public list. Donc tu me retournes une liste de ruches et tu m'appelles la méthode list tout simplement. Donc maintenant on va pouvoir utiliser notre repository implémenté juste avant. Donc tout simplement on va juste faire une injection. On va lui dire tu m'injectes le repository. Et on va l'utiliser, on va lui dire repository.listAll. On veut lister tout ce qu'il y a. Et on va lui dire c'est un return.
Donc, live reload, on va lui dire sur le port 8080 /API /hives. Et ils ont essayé de nous retourner un tableau vide. Voilà, c'est nickel. Donc, c'est bien un tableau vide, mais on va quand même faire en sorte de pouvoir créer des ruches. On va lui dire donc un post qui va nous retourner une ruche, qui va nous faire le create. Alors, qui va prendre en paramètre une ruche, puisque c'est l'objet qu'on veut créer, donc a new hive. Et on va lui dire repository.persist. Donc, persiste-moi ma nouvelle entité. Et on va lui dire retourne-moi ma nouvelle entité. Donc, entité qui sera modifiée et dont on aura maintenant un identifiant. Donc, si on reprend, on va dire un HTTP post sur le port 8080 /API/hives. Et on va lui dire la location, c'est Montréal. Donc là, je vais une erreur qui va arriver. Tout simplement parce qu'en fait, on est dans le Hibernate. On veut garder une atomicité au niveau de nos opérations en base de données. Donc, ce que j'ai oublié de faire, c'est oublier de lui dire qu'ici, je suis dans une transaction en termes de base de données. Je recommence. Voilà, on a bien notre nouvel objet qui est créé, donc l'identifiant 1 qui est à Montréal. Je reprends mon API, je veux m'assurer qu'elle est bien créée. Voilà, maintenant dans mon tableau, j'ai bien ma nouvelle ruche qui est apparue. On va faire une petite suppression. Donc, on va lui dire fais-moi un delete, toujours transactionnel. On va dire que c'est toujours une transaction, puisqu'on fait toujours notre modification en base de données. Et là, on va dire je ne veux pas qu'il me réponde un objet, par contre, je veux qu'il me fasse une réponse. On va lui retourner une réponse qui va nous permettre de manipuler la réponse HTTP. On va lui dire c'est un delete. Je veux un identifiant, un ID qui sera un long. Et on va lui rajouter un pass. Hop, je t'enlève ça. Voilà. Alors, en gros, on va lui dire sur mon pass qui sera /id. Donc, en gros, /API, /hive, /id. Et on veut récupérer cet ID. Donc, on va préfixer notre paramètre par étant un paramètre dans le pass qui s'appellera ID. Donc, qui va nous permettre de faire le mapping entre le pass ID et notre variable locale. On va lui dire ici repository.deleteById. J'ai un long, c'est nickel. On va ensuite lui dire que c'est une variable qui va s'appeler, on va l'appeler deleted. Et on va lui répondre response.ok.status qui va nous permettre de mettre le statut et .build. Voilà. Donc au niveau du statut, on va lui retourner soit un 404. On va partir du principe que s'il n'a pas réussi à supprimer, c'est juste qu'il ne l'a pas trouvé en base de données. Et sinon, on va lui dire OK, c'est un no content. Donc on va lui dire si c'est un deleted, tu me fais un status.nocontent. Sinon, tu me fais un status.notfound. Alors, on va pouvoir tester ça. Donc, on a notre API qui nous permet de faire une suppression, donc sur un identifiant donné. On supprime en base de données. Est-ce que c'est delete? Est-ce que c'est supprimé? On fait un no content, sinon on fait un notfound. On va pouvoir lui dire, alors, on va regarder. Donc, en base de données, on a notre ID 1. On va pouvoir lui dire http delete, toujours sur le port 8080 /API /hives /1 pour notre identifiant. Voilà, on a un no content, ça veut dire que tout s'est bien passé, on l'a bien supprimé, et si on regarde, hop, on n'a plus d'objet dans notre tableau. Donc une fois que c'est fait,
on va couper notre serveur et on va lancer un build quand même pour vérifier que tout fonctionne, et ce qui va aussi nous permettre de checker un peu les performances de notre application. Donc moi, j'ai configuré mon projet de la façon suivante. Quand je vais le builder en étant une image native, donc un binaire, un cloud native. Et surtout, j'ai pas GraalVM sur mon ordinateur, j'ai pas forcément envie d'installer GraalVM sur mon ordinateur. Par contre, j'ai Docker. Puisque je fais du cloud, j'ai Docker. Donc, je lui dis, dès que tu vas me faire une compilation native, tu vas utiliser un conteneur Docker pour compiler mon application. Donc, il y a un conteneur Docker qui contiendra GraalVM et qui va pouvoir me permettre de compiler notre application. Alors, il faut savoir que la compilation avec GraalVM, c'est une compilation qui prend plus de temps, tout simplement parce que GraalVM va faire une analyse complète du code pour savoir quelles sont les méthodes qui sont appelées, quels sont les bins qui sont appelés, les différentes classes, tout simplement pour faire sa moulinette et nous ressortir un binaire qui va être le plus performant et qui ne contiendra pas d'objets non utilisés ou de méthodes non utilisées. Donc globalement, on devrait en avoir à peu près pour 5 minutes de compilation, compilation native, puis création de mon image Docker derrière. Pendant que ça compile, je vous ai dit que Quarkus était intégré avec tous les différents orchestrateurs de conteneurs. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté l'extension Kubernetes, ce qui va me permettre, au niveau du build, dans le dossier target, de me générer directement les fichiers de configuration pour Kubernetes. Il faut savoir qu'on peut modifier ces fichiers-là directement en modifiant la configuration du projet. Et donc, à chaque compilation, il va automatiquement nous régénérer nos fichiers YAML ou JSON, il génère les deux, pour Kubernetes. Donc là, on est en train de faire notre compilation en natif. Donc, compilation native qui devrait prendre à peu près 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions, du coup, pendant la compilation Si vous avez des questions? Non. Non. Attends, il y a un... Ouais. Déjà, est-ce que tu recommanderais à 100% à une entreprise qui a ses stacks engagés, par exemple, sur du Spring Boot, de passer sur Quarkus, étant donné que tu en as parlé, la nouvelle version qui est sortie ou qui va sortir, qui permet justement de pallier un peu au downside de lancement et avoir un compte, Oui, c'est une binaire, quoi. bonne question. En fait, il faudrait faire un test comparatif. Moi, je le recommanderais tout simplement parce que... Alors, ça dépend des écosystèmes, en fait. Mais moi, je le recommanderais pour une simple et bonne raison, c'est qu'une entreprise qui utilise beaucoup de Red Hat, Quarkus est développé par Red Hat et s'intègre très très bien avec tout ce qui est produit Red Hat, si vous faites du Keycloak ou autre, de l'OpenShift, qui est leur distribution. Voilà. Et en fait, Quarkus est du coup très bien intégré avec Red Hat. Donc, si vous utilisez déjà une suite provenant de Red Hat, ça va bien fitter, ouais, pour le coup. Ouais. Et pour ce qui est de la migration, donc de Quarkus vers Spring Boot, enfin de Spring Boot vers Quarkus, Quarkus propose une extension qui permet en fait d'utiliser et de préprocesser du coup les annotations Spring, ce qui évite un temps de migration quand même qui peut pencher dans la balance. Ouais, je comprends. Donc on reprend les questions après. On a au final notre compilation qui a été un peu plus rapide que prévu. Donc ce qui est intéressant dans la compilation native, c'est de voir une étape qui est celle-ci, donc qui est l'analyse, où en fait GraalVM va analyser tout notre code source et nous dire en gros, on a tant de classes qui sont utilisées,
tant de fils qui sont utilisés, tant de méthodes, et ainsi de suite. Donc, lui a vraiment performé une analyse pour en fait supprimer le superflu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder au niveau de notre application un petit temps de démarrage. Hop, Quarkus a démarré. Donc, on voit ici qu'il a notre Docker a démarré en 0,056 secondes. Donc, toujours très, très rapide si vous faites du scale from zero. Si vous faites du serverless, un scale from zero qui est vraiment très intéressant. Et bien sûr, on peut l'appeler en lui disant 8080/hello. C'est nickel. Il nous répond bien. Notre application tourne. /api/ pardon, voilà, notre application est fonctionnelle et elle tourne nickel. Hop. Je vais juste couper ça. On va repartir. Voilà. Donc, en gros, ce que je disais, c'est que Quarkus s'intègre quand même bien avec tout ce qui est Red Hat et tout ce qui est différents standards en termes de base de données ou en termes d'authentification. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que si on veut switcher de technologie, c'est justement cette compatibilité qu'on a avec Spring, qui est quand même un peu la technologie référence. Voilà. Donc, à voir bien sûr avec la dernière version. Moi, je ne suis pas un utilisateur de Spring, donc voilà. Je n'ai pas testé la dernière version. S'il y en a qui l'ont, je serais curieux de connaître les résultats. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport à la question précédente, l'extension dont tu parlais pour utiliser Quarkus avec Spring, est-ce que c'est quand même un mode dégradé un peu ou est-ce que c'est viable de juste, ne serait-ce que parce que les développeurs généralement connaissent Spring? Est-ce que C'est plus une extension qui est quand même faite pour faire de la migration. C'est-à-dire que si tu veux, en fait, c'est juste que Quarkus, lui, va processer les différentes annotations. Donc, par exemple, tout ce qui est bin, annotation bin, annotation contrôleur, je crois. Et du coup, lui, va les processer et interagir de la même façon que, en fait, ce qu'il utilise, par exemple, Rest-Easy. Ça, c'est... Ouais. Après, le fait d'ajouter l'extension parce qu'on est habitué à Spring, je ne saurais pas te dire s'il y a une limitation pour le coup. D'autres questions? Ouais. J'avais une question, on l'a vu, la compilation prend un peu de temps. Est-ce que c'est quelque chose qui va augmenter de manière linéaire dans le projet en fonction de toutes les fonctionnalités que tu vas développer? Ça va augmenter avec la taille de ton projet, ça c'est sûr, tout simplement parce que une des plus grosses étapes, c'est l'étape d'analyse du code. Donc forcément, plus tu as de code, plus tu as d'extensions, plus tu vas prendre de temps. Mais alors c'est vrai que dans comment dire, la compilation native, c'est pas quelque chose que tu fais généralement en local, c'est plus quelque chose que tu vas faire en CI/CD pour redéployer tes serveurs. Donc forcément, ça peut prendre un peu plus de temps qu'une compilation classique, quoi. Mais tu le trouves en termes de gain de performance, en termes de scalabilité. Dès que tu as besoin de démarrer un serveur, hop, même pas une seconde, ton serveur est up. Ça, c'est en termes de scalabilité, on est vraiment sur quelque chose de vraiment intéressant. Même pour tout ce qui est serverless, ton application démarre. Ton application démarre très peu de temps, ce qui aussi te permet de réduire tes coûts chez tes cloud providers, tout simplement. Donc, ouais. Pour le coup, pour revenir à la réponse, oui, ça va augmenter indéniablement. De la même façon que ton application en Java classique, elle met plus de temps à compiler parce que tu as un plus gros projet. Et du coup, question qui fait un peu écho à ça, le temps de démarrage, tout le long aussi, quand ton projet augmente, ou tu vas toujours rester à Forcément, plus tu fais de choses démarrage, plus tu as besoin d'instancier de choses, plus tu vas avoir un temps de démarrage qui va être long, mais qui ne va pas non plus, tu ne vas pas retomber à 15 secondes de temps de démarrage. Tu vas quand même rester sur des applications qui sont vraiment, des temps de démarrage qui sont vraiment très courts.
Question du chat. Puisqu'on est sur un framework cloud native, en admettant que Quarkus.io soit offline, quel est l'impact sur la capacité des devs à bosser en local? Est-ce que tu peux répéter la question, que je comprenne bien? Si Quarkus.io est offline, quelle est la capacité? Quarkus.io par rapport à tout ce qui est documentation. C'est ce que je comprends globalement. Initialisation du projet, de toute façon, tu passes forcément par du Maven. Donc, si le Maven central ou les différents repos Maven sont offline, je pense que de toute façon, ça ne sera pas que ces développeurs-là qui auront un problème. Et après, tout ce qui est accès à la documentation, c'est vrai que tu n'auras pas forcément d'accès à la documentation. De la même façon que... Après, tu peux retrouver aussi beaucoup de documentation sur les différentes extensions et sur les différents sites des extensions. Ce qui était évoqué, c'était plus les repos et pas tant la documentation. Je vois. Donc, de la même façon que si c'est pas lié à Quarkus. Si le repo est offline, Spring non plus, Micronaut non plus. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment un problème plus global que lié à la technologie. Autre question? Si dans le chat, il y a des questions aussi. Hein? Vas-y, fais ta liste. Merci. Première question, c'est du coup, tu as parlé de la programmation réactive et impérative tout à l'heure. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils recommandent côté Quarkus? C'est tu as le choix, vraiment, tu es libre? Je pars du principe sur la programmation réactive. Ok. En fait, Quarkus se base sur un de réactif qui se base sur Netty et Vertex pour gérer les I/O, les input-output. Donc, de base, il préconise... Enfin, il n'y a pas vraiment de... Comment dire, sur le site, il part du principe que tu pars en réactif. Voilà. Tu as accès par contre à tout ce qui est en impératif si tu n'es pas forcément à l'aise en réactif ou si parce qu'en fait tu as déjà un projet du coup en impératif et que tu veux faire une migration dessus, tu peux rester en impératif sans problème. Tu plutôt de passer en réactif par exemple ou... Je préconiserais le réactif. Ouais. D'accord. Okay. Pour avoir implémenté un projet du coup compilé en natif et développé en réactif, ouais, moi je préconiserais le réactif. Après, c'est un choix aussi du développeur. Hein. Pour le coup, c'est ça qui est bien. Ouais. Okay. Super intéressant. Et la dernière question que je me posais, c'était par rapport à Quarkus, Micronaut, etc. Enfin, on a vu une explosion un peu de l'écosystème Java dans les frameworks concurrents à Spring Boot. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais que je n'ai pas connaissance. Mais à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que Quarkus va être le grand gagnant, entre guillemets, si on le place à côté de Spring Boot par rapport aux autres micro-frameworks qui sont arrivés, ou est-ce que tu penses que dans le temps, il va y avoir beaucoup de support ou il est voué à... J'ai envie de te dire, déjà, un des avantages, c'est ce que je disais, c'est que Quarkus est développé par Red Hat. Donc, il y a une société derrière qui est quand même pas n'importe laquelle. Après, Micronaut, je ne sais pas par qui c'est développé. Spring Boot, je ne suis pas développeur Spring Boot, mais je sais que très souvent dans les entreprises, c'est un peu le choix par défaut, peut-être juste par facilité. Après, je pense que Quarkus est encore minoritaire en termes de produits sur le marché, peut-être à tort. Je ne pense pas que de toute façon, on aura un jour une technologie qui remplacera Spring Boot, à moins d'avoir vraiment un truc qui sort du lot ou autre. Mais même en termes de maintenabilité ou autre, une application qui est sur Spring Boot, la migrer sur une technologie, s'il n'y a pas de support en fait, de tout ce qui est mécanisme de Spring, comme le fait Quarkus, ça devient compliqué, ça devient vite très cher. En fait. Donc, ouais, j'espère que j'ai répondu à ta question. D'autres questions?
si dans le chat, il y a encore des questions. Est-ce que le chat a des questions ou pas? Parfait. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté.